1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Wieselschau. S'il y a bien un sac dont moi-même et beaucoup de gens rêvent, c'est le Timeless. Le Timeless, ça appartient à Chanel. Donc aujourd'hui, on fait l'histoire de Chanel. Gabrielle Chanel est née à Saumur en 1883. Et c'est dès l'âge de 20 ans qu'elle va travailler dans un magasin de confection de chapeaux particulièrement. Mais c'est à Paris, 21 rue Gambon, qu'elle ouvrira son propre atelier de confection de chapeaux, se nommant Chanel Mode. Comme le succès il est au rendez-vous, elle ouvrira une nouvelle boutique à Deauville en 1912 et une autre à Biarritz 3 ans plus tard en 1915. Mais c'est à Deauville en 1913 qu'elle va créer une collection uniquement en jersey. Le jersey, c'est une matière utilisée à cette époque-là dans les vêtements masculins. Et grâce à ça, elle va réussir à modifier, si je puis dire, le regard des femmes envers elle et à créer vraiment un phénomène autour de cette collection. Et pour la boutique de Biarritz, il va également se passer quelque chose puisque c'est là qu'elle va y confectionner la première collection haute couture de la maison Chanel. Coco Chanel, elle a un talent, c'est une couturière hors pair et elle va réussir à rendre le style de cette époque en un style plus moderne. À ce moment-là, c'est généralement plutôt les cheveux longs. Elle va réussir à mettre plutôt des cheveux courts. Et elle va également prendre part d'une révolution féministe. On est dans les années 1910-1920. À ce moment-là, c'est que des corsets que les femmes portent. Et elle en veut pas. Elle va mettre des robes plus simples et des tailleurs. On oublie le corset avec Chanel. Elle veut des femmes libres. Mais c'est également Mademoiselle Chanel qui va créer la fameuse petite robe noire. Ça va être assez mitigé les regards envers cette création puisque le noir à cette époque c'est considéré comme la couleur du deuil. Donc au début ça va pas très bien fonctionner mais ça finira par devenir vraiment un énorme succès. C'est en 1921 que sort le premier parfum de la maison, le Chanel numéro 5. Ce parfum contient pas moins de 80 ingrédients. C'est aujourd'hui le symbole, la marque de fabrique de la marque. Et finalement, sans savoir, pour ce parfum, Marilyn Monroe va faire une sorte de petite publicité. Elle a tout simplement déclaré dormir avec quelques gouttes de Chanel numéro 5. Elle a déclaré et a dit cette phrase au magazine Life Magazine. Et pour le nez de la maison, à ce moment-là, c'est Ernest Beau. Après les parfums, il faut le maquillage. Donc en 1924 va sortir la première collection de maquillage de la marque Chanel. Elle contient des poudres et des rouges à lèvres. Et pour la beauté, on ne s'arrête pas au parfum et au maquillage, il faut aussi des soins. C'est pour ça qu'en 1927, la première collection de soins de la marque Chanel sort avec une routine complète. Quand je dis complète, c'est qu'il y a 15 produits. En 1932, sort la première collection de haute joaillerie de la maison. Elle va présenter sa collection de 45 bijoux en diamant dans son hôtel particulier 29 Faubourg Saint-Honoré. Et la collection s'appelait Bijoux de diamant. Pour ce qui est arrivé à Coco Chanel pendant la Seconde Guerre mondiale, il existe deux versions. Une version un peu plus soft, comme quoi elle doit fuir et qu'elle va s'exiler en Suisse. Bon, c'est la version soft et pas vraiment la vraie. Puisqu'on a eu confirmation que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'était pas en Suisse, mais au Ritz, à Paris. Le Ritz, à ce moment-là, comme d'autres hôtels, grands hôtels de Paris, c'est plutôt le QG des nazis. Même que ça a été confirmé qu'elle entretenait une relation avec un nazi au Ritz. Cet homme avec lequel elle a une relation s'appelle Hans-Günther von Dinklage, un attaché d'ambassade allemand. Revenons quelques années en arrière pour pouvoir un peu mieux comprendre. Mademoiselle Chanel, elle voulait absolument faire partie de la haute société. Et elle voulait également ouvrir sa boutique de chapeaux, de création. Sauf que dans les années 1910, on n'est pas très ouvert à ce qu'une femme ouvre sa boutique. Elle trouve pas vraiment de financement, elle n'a pas d'argent pour financer. C'est là qu'elle rencontre un homme avec qui elle s'entend très bien. Elle entretient une petite relation. Très vite, il l'intéresse plus, mais ça reste celui qui a permis à Chanel d'ouvrir sa maison. Mais elle trouvera bien mieux que lui un certain Boyce Capel, plus riche aussi. Donc, qui lui finance encore plus sa maison. C'est encore mieux, c'est génial. Elle va se fiancer avec lui tellement elle est amoureuse. Ils étaient vraiment amoureux tous les deux, c'était pas un problème. Sauf que la famille de Boyce Capel va le découvrir, ils ne sont pas d'accord et ils vont le fiancer, ils vont fiancer Boyce Capel à une autre femme de la haute société et demandent à celui-ci de quitter Coco Chanel. Ils vont donc à partir de ce moment-là entretenir une sorte de relation secrète. Tout se passe bien jusqu'au jour où il va la voir
avec sa voiture, qu'il a un grave accident et qu'il va décéder. Ça va beaucoup marquer Coco Chanel, qu'il l'aimait vraiment. Même si elle l'aimait vraiment, elle perdait son financement premier, celui qui finançait sa marque. Elle n'a plus d'argent pour la financer. C'est là qu'elle trouve un petit compromis avec un certain Wertheimer. C'est bien tout ça, sauf que il accepte de financer à une certaine condition. 90% des parts des revenus de la société vont à Wertheimer et il reste seulement 10% de la société à Coco Chanel. Elle est tellement au bord, elle a tellement plus d'argent et elle est tellement désespérée parce que ça l'a désespérée quand même la mort de Boyce Cattel qu'elle finit par accepter ce compromis. Mais donc quel est le rapport avec le fait qu'elle est au Ritz pendant la Seconde Guerre mondiale? Wertheimer il était juif, donc elle y voit un moyen de le faire pas forcément tuer, mais en tout cas qu'il soit emprisonné, qu'il ne puisse plus utiliser sa société. Et donc à ce moment-là, grâce à ça, elle récupère 100% des parts de la société. Ça, c'était son idée de base. Donc quand il va y avoir les arrestations et qu'il fallait dire qu'il était juif, elle dit directement son nom. Sauf que lui, il a été plus malin qu'elle, il voyait la merde venir très clairement et il s'est cassé. Il est vraiment parti, mais s'il part, il peut pas garder sa société. C'est pour ça qu'il a confié sa société à son meilleur ami, qui lui est chrétien et qui n'a aucun problème avec les nazis. La société ne lui appartient plus, elle appartient à un de ses amis. Le plan de Coco Chanel, il foire. Moi, ça c'est mon avis. Elle a surtout rejoint le Ritz parce qu'elle voulait récupérer sa société. Elle était tellement désespérée, mais il a été plus malin qu'elle. Le fait qu'elle fasse cela plus pour son entreprise pourrait être plutôt vrai par rapport au fait qu'elle soit vraiment nazie. Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel avait sorti une collection patriote, mais surtout le projet le plus fou, comprenant que les autorités allemandes ne peuvent en rien l'aider pour récupérer l'entièreté de son entreprise, elle décide de partir en Allemagne pour essayer d'aider à arrêter la guerre. Elle part donc en 1943 pour essayer de négocier une paix entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Cela la conduira à aller 2 fois à Berlin. C'est ainsi qu'elle va directement discuter des détails avec le patron des services de renseignement de l'ASS, Walter Friedrich Schellenberg. Sauf qu'il y avait 4000 ouvrières qu'elle va mettre au chômage parce qu'elle ferme sa maison de couture. Seule la boutique du 31 rue Gambon restera ouverte avec comme seule vente la parfumerie, quelques accessoires. Et c'est en 1954 que Chanel va faire son petit comeback pour une raison différente. À ce moment-là, c'est la gloire à Christian Dior. Avec son new look, c'est la gloire du couturier. Mais elle est complètement effarée de ce qu'elle voit des créations de Christian Dior. Lui, il veut des tailles de guêpe, des tailles très serrées, alors elle avait libéré la femme justement de ses inconvénients. Donc elle voit ça, elle se dit c'est pas possible, elle revient à Paris, elle ressort de nouvelles collections, sauf que là, elle est complètement boycottée, mais elle a quand même quelques idées. Quand elle revient, elle est âgée de 71 ans. Elle va mettre en avant son propre style et unique avec 2 créations. Le 2.55. C'est un sac matelassé super fonctionnel. Il a été créé en 1955, d'où le nom de 55. Les sacs, ça fonctionne super bien. Mais il y a un autre succès qui va faire que ça va être encore mieux, c'est les ballerines bicolores qui sortent en 1957. Tellement son comeback fonctionne qu'elle va recevoir un Oscar de la mode. Elle va finir par décéder et elle décédera le 10 janvier 1971. Après sa mort, la maison, elle va connaître un peu un flottement, ça va pas être super. Mais en 1983 arrive Karl Lagerfeld. Lui, il casse tout, il va tout casser dans la maison. Il impose son style et il remet vie aux collections croisières. Ensuite, il met en place les collections métiers d'art, les pré-collections et il met également le prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter existait déjà, mais pas chez Chanel. Coco Chanel n'avait jamais voulu en faire. On lui doit également, et notamment, la montre Chanel première à Karl Lagerfeld. En 1987, Chanel crée l'horlogerie au sein de sa maison. Et la première boutique d'horlogerie, elle a ouvert au 40 avenue Montaigne. Karl Lagerfeld, même s'il impose son style, encore 40 ans après le décès de la créatrice, eh bien, les créations sont toujours à son style, à son image. Il a fait, Karl Lagerfeld, perdurer cet incroyable mélange entre élégance et inattendu. Elle va beaucoup se démarquer aussi la maison en faisant des publicités à plusieurs reprises, mais pas de simples publicités. Elle va faire des courts-métrages pour promouvoir le Chanel numéro 5. Aujourd'hui, la directrice artistique de la maison, c'est pas Karl Lagerfeld, c'est Virginie Viard.
Et c'est entre 1997 et 1998 qu'elle va faire son entrée dans les studios haute couture de la maison en se chargeant des broderies. 2 ans plus tard, elle prend la tête du studio de prêt-à-porter et en 2004, pour la première fois, c'est un défilé métier d'art qui va avoir lieu à l'étranger. Il a eu lieu à Ginza, à Tokyo. C'est un lieu à ce moment-là qui est essentiel et super important pour la maison. Malheureusement, pour moi, c'était un des plus grands couturiers et ça restera un des plus grands couturiers. Et c'est le 19 février 2019 que le Kaiser de la mode s'est éteint. Alors oui, il laissera derrière lui des fondations d'une ère visionnaire que lui a voulu faire. Lui, il a fait entrer Virginie Viard dans la maison, donc ça devient une sorte de logique de faire comme directrice artistique Virginie Viard. C'est elle qui va reprendre les rênes de la direction artistique. Et c'est sous les airs du Grand Palais qu'on pouvait percevoir retentir la voix de cet incroyable et immense créateur lors du défilé automne-hiver 2019-2020. Au Grand Palais, il va y avoir un énorme hommage à Karl Lagerfeld. C'était tellement émotionnel, on voyait des mannequins pleurer. Il était vraiment aimé. Et à partir de ce défilé, la maison s'en est allée vers de nouveaux horizons, vers un nouvel esprit. À l'occasion de la fameuse collection croisière de 2020, le 3 mai 2019, c'est au Grand Palais. Le Grand Palais s'est transformé en gare ferroviaire. Il y avait un sous-entendu au fait qu'elle se transforme en gare ferroviaire. C'était que, voilà, le Kaiser de la mode s'est éteint. Donc aujourd'hui, c'est Virginie Viard qui reprend la maison. Donc c'est les trains en fait qui s'en aillent vers de nouveaux horizons. Même si c'était un défilé vers de nouveaux horizons, il y a eu une sorte encore d'hommage, mais d'hommage depuis les débuts de la maison, à partir d'archives, de codes des 2 créateurs. Et aussi, Chanel, ils n'ont pas peur de casser les codes, ça dérange pas. Mais également en beauté. La marque a toujours voulu mettre en avant les valeurs de l'inclusivité et voulait tout le temps inclure plein de choses, plein de gens. Et pour vraiment incarner et mettre en avant ces valeurs, Chanel Beauty va faire une campagne en mettant en avant Teddy Sullivan. Et donc ça va devenir le premier mannequin transgenre à incarner une égérie Chanel. Mais bon, revenons un peu sur les sacs qui ont marqué la maison. Tandis que le sac 255 s'imposait depuis des années et c'était devenu vraiment la référence de la marque, et bien ça va être au tour d'un des derniers sacs dessinés par Karl Lagerfeld de faire son entrée et de devenir le nouvel incontournable, le Chanel 19. Il a été présenté dans les salons de la rue Gambon en 2019. En 2019, il va y avoir une collaboration entre l'Opéra de Paris et la maison. C'était pour l'interprétation de Variations de Serge Liffard à l'occasion du gala de l'Opéra de Paris que 6 danseuses vont être toutes habillées de tutus de la maison Chanel. Chacune des danseuses ont interprété une fleur telle que la rose, la glycine, la bleuet, la violette, le lys. Quand va apparaître le Covid, début 2020, la maison va faire un don de 50 000 masques pour aider le personnel hospitalier. Mais aussi, en 2019, la marque prouve encore ses valeurs en dévoilant le programme Chanel Mission 1.5 degrés. Avec ce programme, Chanel s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 pour toutes les activités de la maison, mais aussi de financer des projets d'adaptation climatique. Lors de la présentation de ce programme, Chanel s'est aussi engagé à utiliser à l'échelle mondiale 100% d'électricité renouvelable d'ici 2025. Par ailleurs, à la surprise générale, le 6 juin 2024, la maison Chanel a annoncé le départ de leur directrice artistique, Virginie Viard. Une des villes très importantes pour Chanel est Tokyo. Alors pour rester un petit peu au Japon, je me suis lancée dans la préparation de sushi. C'est la première fois que je faisais ça, alors c'était évidemment loin d'être parfait. La première étape que j'ai fait a été de préparer mes légumes, c'est-à-dire de l'avocat et du concombre. L'avocat étant très mûr, j'ai dû un petit peu l'éplucher comme je pouvais pour en gâcher le moins possible. Et après pour le concombre, je fais pareil, mais enlever la peau avant de le couper, ça aurait été beaucoup plus facile. Après, j'ai découpé un morceau de saumon ultra frais car il se mange cru, donc il faut qu'il soit absolument ultra frais. Ensuite, pour le montage, je prends une feuille d'algues séchée et j'étale dessus du riz à sushi. Puis
je mets un morceau de saumon, du concombre et de l'avocat. Je viens rouler le tout bien que je galère un tout petit peu beaucoup. Je coupe pour former des sushis, bon ils étaient un peu trop larges. Ensuite, je recommence en faisant exactement les mêmes étapes. Et pour cette autre version du sushi, je forme du riz avec mes doigts et je coupe de fines tranches de saumon. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas d'outro. Donc, danke für das Sehen, das war dem für der Visual Show. Tschüss!